Salut les terriens, soyez les bienvenus à bord du JDS Airlines. Nous serons au Texas dans moins d'une minute avec une météo plutôt clémente sur place, un tour d'inspection encore chargé en actualité, avec l'assemblage des 2 étages, enfin en vue de la prochaine tentative. Nous verrons également que nous ne sommes pas les seuls à utiliser un avion de ligne pour nous rendre à la Starbase et qu'Elon Musk a réservé pour nous les dates clés de son agenda magique concernant à la fois la colonisation de Mars et le 4e vol. Pour fêter ça, je vous aurais bien proposé des rafraîchissements, mais vous connaissez Mathias qui est très à cheval sur la sobriété, surtout le samedi soir, donc attachez vos ceintures, la phase de descente est entamée, on atterrit à Boca Chica dans quelques secondes. Merci Quentin, et même si je plaisante souvent sur la consommation d'alcool, n'oubliez pas d'en boire avec modération, surtout si vous postulez pour faire pilote de ligne pour SpaceX. Et oui, je vais vous expliquer, alors que j'étais en train de scruter les dernières infos de cette semaine, je tombe sur le compte du Photinique sur X et j'apprends que, tenez-vous bien, SpaceX a acheté un Boeing 737-800 à Air China. Si, ce n'est pas un poisson d'avril, et il est un peu trop tard pour cela d'ailleurs. Alors non, aux dernières nouvelles, il ne me semble pas avoir entendu qu'Elon Musk voulait lancer sa propre compagnie aérienne, qu'allez-vous encore imaginer? Comme si c'était son genre de faire dans l'hégémonie technologique. Bref, son objectif serait plutôt, je cite, d'assurer la navette entre Los Angeles et Brownsville pour soutenir le programme Starship. Ah oui, là on comprend mieux effectivement, pour livrer par exemple des pièces pour un prototype ou pour toute autre urgence en rapport avec le développement de son Starship. Là oui, c'est compréhensible. Et en attendant, une fusée 100% réutilisable, capable de relier 2 points du globe en moins de 90 minutes, on n'a pas encore fait mieux que l'avion de ligne. Bon, l'avantage avec le journal de la Starbase, c'est que vous n'avez pas besoin d'embarquer à bord d'un quelconque avion pour vous rendre sur place. Nous, on s'occupe de tout. Faisons d'abord un petit point sur la dernière annonce en date d'Elon Musk, qui a revu un peu son agenda magique, c'est le cas de le dire, de la colonisation de Mars pour tenter cette fois sans doute de paraître plus pragmatique dans ses projections. Selon lui, il faudra, je cite, moins de 5 ans pour y envoyer un vaisseau, moins de 10 pour y débarquer un équipage, peut-être une ville dans 20 ans, en tout cas sûr dans 30 ans. Bref, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, Elon Musk se porte garant de la sauvegarde de la civilisation. Et oui, messieurs, dames, en 2054, au plus tard, une colonie sera occupée à faire vivre notre proche banlieue terrestre. Tout était bien qui finissait bien. Bon, je charrie un peu volontairement parce que même si SpaceX va vite, il y a encore tellement d'étapes à franchir avant que cela me paraît un peu du wishful thinking, comme disent les anglo-saxons, un vœu pieux que fait ici le PDG de SpaceX. Et puisque nous y sommes, restons dans les annonces d'Elon Musk avec, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux, ce tweet dans lequel il affirme que le 4e vol serait reporté d'ici 3 à 5 semaines, cette annonce ayant été faite le 11 mai, et si mes calculs savants sont bons, le 4e vol pourrait donc bien avoir lieu dès le 1er juin prochain, en tout cas dans la première quinzaine du mois prochain. Alors oui, je sais, ma capacité de calcul est assez impressionnante, en toute modestie bien évidemment. Alors au vu de tous les travaux en cours sur les 2 sites, celui de lancement et de production, ceci n'est donc pas un ralentissement du programme, mais simplement un étalement des activités. La prochaine étape importante est le Wet Dress Rehearsal, qui est toujours une phase à haut risque, vu que tous les réservoirs sont remplis. Et ça tombe bien parce que nous ne sommes pas loin de cette répétition générale, au vu du S-29 qui, après avoir été éloigné temporairement des bras de la tour, a finalement mercredi en fin de journée pu se rapprocher du Stage 0 pour être à nouveau pris en main par les chopsticks. Le Cully Arm s'est rétracté un peu plus tard pour libérer la voie et le lendemain, le fameux prototype était enfin assemblé avec son booster attitré le B11. Les voilà donc tous les deux réunis, malgré l'incident qui s'est produit sur le S31, qui semble au final ne pas avoir eu de conséquences majeures, et sur lequel nous reviendrons d'ailleurs dans quelques instants. Un assemblage assez rapide cette fois-ci, dans le sens où l'ajustement du 2e sur le 1er étage s'est fait de façon fluide et non pas à plusieurs reprises, comme cela avait été le cas juste avant le 3e vol. Alors n'allons pas sabrer le champagne tout de suite, parce que le S-29, comme tous ses prédécesseurs, a de fortes chances quand même de se voir désassemblé de son booster dans quelques temps.
Alors non, je ne fais pas de mauvais esprit, simplement nous avons été habitués avant chaque lancement à ce désassemblage de dernière minute, et surtout peut-être que certains d'entre vous l'auront remarqué, je n'en doute pas car je sais que votre œil de lynx d'inspecteur des travaux veille, il manque quand même des tuiles sur ce S29. Pour mémoire, il ne me semble pas qu'un vaisseau ait déjà été soulevé et assemblé à son booster alors qu'il lui manquait encore des tuiles. Bon, on s'en doute, SpaceX a forcément ses raisons, alors attendons de voir les prochains jours ce que les équipes du Patir vont faire avec ces bouts de carcasse à nu du prototype. Notez aussi qu'il ne s'agit pas d'emplacement prévu pour les FTS, en tout cas pas à ma connaissance, puisque ces explosifs sont installés de l'autre côté, sur la partie dorsale qui ne possède pas de bouclier thermique. Certaines choses avancent, se construisent et d'autres sont démantelées, détruites. Bref, si vous nous suivez régulièrement, vous savez que le Patir suborbital B était en cours de démolition cette semaine. Pas de surprise de ce côté-là, le démantèlement de cette partie historique du site de lancement, sur lequel, pour rappel, a eu lieu jusqu'à présent tous les tirs statiques des deuxièmes étages, s'est poursuivi ces derniers jours. Cette étape cruciale de la campagne de test des prototypes sera bientôt délocalisée sur le site de Massey, mais on revient là-dessus dans quelques instants. Quoi qu'il en soit, les destructions se poursuivent, avec ici le berme de la partie suborbitale du site de lancement en train d'être démoli. Ou encore ici avec le fameux mur d'enceinte du site de lancement et son fameux slogan « Gateway to Mars », dont un bout supplémentaire a été détruit. Alors, si d'un côté on voit clairement que SpaceX fait place nette pour le futur emplacement du second pas de tir, de l'autre on se demande si l'entreprise n'est pas encore en train de louvoyer avec elle-même pour sauvegarder tout de même ce mur qui avait de l'allure, il est vrai, mais qui selon toute vraisemblance sera tôt ou tard amené à disparaître. Pourquoi ne pas le détruire d'un seul coup ? Malheureusement, on n'en a pas encore fini avec ce tour d'horizon des destructions sur le site de lancement, avec encore et enfin ici, la découpe méthodique de la coque de protection d'un GSE, l'un des réservoirs verticaux de la ferme à Ergol. Pour rappel, ces derniers sont appelés eux aussi à disparaître, à faire place nette donc, pour une ferme à Ergol composée cette fois-ci presque exclusivement de réservoirs horizontaux. La grue s'est ensuite attelée à retirer le GSE, faisant ainsi de lui le deuxième réservoir d'azote, donc à être définitivement mis hors circuit. Bon, ne restons pas sur cette note un peu triste, et avant de quitter le site de lancement, allons jeter un œil sur le travail colossal des techniciens de la Starbase, fait en amont de l'assemblage des 2 étages dont nous venons de parler, et qui ne cesse, jour après jour, de perfectionner, de consolider, de protéger le système de câbles des chopsticks, afin de les rendre toujours plus efficaces dans le rôle qui leur a été confié. Bon, apparemment, tout cela n'est pas du luxe, et quand on regarde les derniers mouvements des brins de la tour, on se dit que oui, le travail paye. Bon, je me disais que vous vouliez peut-être faire une petite pause avant d'aller faire le point des prototypes, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Un petit soda, quelque chose à boire, vous mettre à l'ombre ? Et oui, avec toute cette poussière sur le site de lancement, ça fait du bien de pouvoir s'arrêter quelques instants. Et ça tombe bien parce que SpaceX a mis en place la toute nouvelle Rest Facility, ou salle de repos juste à côté du pas de tir. Sans doute une cafétéria qui permettra à ces ouvriers dont on vient de parler de manger un bout, boire un coup, en regardant la vue avec les palmiers. Non, je ne plaisante pas, c'est à seulement quelques dizaines de mètres du pas de tir. Bon, espérons qu'ils n'oublieront personne lors du 4e vol, parce que même si le bâtiment a été renforcé et que ses panneaux vitrés tournent le dos tête JO, il fera presque face au second pas de tir à l'avenir. Je ne donne pas cher de la longévité de ce bâtiment. Faisons maintenant un point sur les prototypes et revenons un peu plus sur l'incident de cette semaine qui s'est produit lors d'un test cryogénique sur le site de Massey avec le S31 comme victime. L'image que nous avons transmise mercredi dernier était un peu plus ou moins floue, mais le départ de feu observé provient bien de la ligne dorsale du prototype au niveau des tuyauteries de pressurisation des réservoirs et du passage des câbles électriques. Au vu des flashs lumineux sur les vidéos, l'incident est d'origine électrique donc, et semble même très proche du dispositif FTS, le Flight Termination System, qui pour rappel sert à détruire l'engin dans le cas d'une perte de contrôle. Alors peut-être qu'effectivement, un court-circuit s'est produit sur un câble. Heureusement, le S31 n'était pas ravitaillé en oxygène liquide à ce moment-là, si l'on se réfère en tout cas à la ligne de givre sur la coque. Avec le réservoir de méthane rempli, le risque aurait été une explosion de ce vaisseau. Bref, on peut dire que SpaceX s'en sort plutôt très bien sur ce coup-là. D'ailleurs, Vixi nous fait savoir que l'entreprise n'a pas touché un mot sur l'incident en question, donc affaire à suivre. Bon, quoi qu'il en soit, un S31 qui depuis est rentré se mettre à l'abri sur le site de production et espérons-le se remettra très vite de ses émotions puisque ce dernier participera au 6e vol et même si ce n'est pas encore tout de suite, il va falloir qu'il reprenne l'entraînement très bientôt.
Revenons également sur le S26 qui apparemment sert bien de gabarit pour les réglages sur le site de Massey et servira du même coup et probablement à valider la fosse de tir en cours de finition. On a tous hâte de voir ça, car vraiment ce stand dédié au tir statique des deuxièmes étages avec sa fosse et son déviateur de flamme ont été construits en très peu de temps et je ne serais pas étonné de voir ce mal-aimé de prototype lui offrir son premier baptême du feu. On revient d'ailleurs sur le site de Massey en fin de vidéo. Allez, rendons-nous à présent sur le site de Sanchez qui reçoit des livraisons ces derniers jours pour le second pas tir de Boca Chica. Et oui, en effet, les sections de la seconde tour qui étaient entreposées à quai sur le port de Brownsville depuis des semaines et des semaines ont été enfin acheminées jusqu'au cœur de la Starbase, ici photographié par Starship Gazer que je ne vous présente plus. Un convoi exceptionnel qui fait plaisir à voir certes, mais tempérons nos ardeurs car ce n'est pas encore demain que nous verrons l'assemblage des différents segments de ce futur deuxième Mechazilla, puisque le chantier du second pas tir est encore loin d'être terminé, donc un peu de patience. En revanche, il se peut bien que cette livraison-là, photographiée ici encore par Starship Gazer, ait de bonnes raisons de vous enthousiasmer un peu plus puisqu'il s'agit des premiers aperçus des ailerons avant de la V2 du Starship. Et si vous voulez vous faire une idée plus précise de la forme de ces ailerons, prenons les airs avec les équipes de What About It, et comme Félix Schlang, qui ne manque pas d'humour au passage, posons-nous la question de savoir si cette V2 du ciel est plutôt un flap ou un flop. Flap en anglais voulant dire aileron. Ah, que voulez-vous, les fans de SpaceX sont très attachés à l'esthétique, d'où la question de Félix. Bon, en attendant d'avoir plus de précision, moi je serais curieux de lire vos commentaires sur ce sujet. Toujours sur le site de Sanchez, on assistait encore il y a peu à une autre étape de franchie par les équipes sur le chantier du nouveau parking avec les cloisons latérales des futurs escaliers côté Highway 4 qui ont été hissés et installés. D'autres poutres et éléments rattachés à cette partie du chantier ont ensuite été apportés, hissés d'eux-mêmes par la grue, puis installés également. Lorsqu'on prend les airs avec Mauricio, quelques jours plus tard, on s'aperçoit que le chantier a progressé de bout en bout, avec une jonction qui se fera sans doute par le milieu dans quelques semaines, au rythme où le chantier avance. Et si l'on revient sur le plancher des vaches, on voit que l'ensemble a encore pris quelques étages, décidément cela va très vite. Quittons le site de Sanchez et sans aller bien loin, allons tout de suite sur le site de production grâce aux images de Vixie. Nous voyons que la façade est désormais presque terminée. Pour ce qui est de la toiture de la Star Factory, même chose. En effet, cette dernière est terminée, comme vous pouvez le voir sur ces images de Mauricio également. Cette couverture représente une nouvelle surface difficilement accessible par les grues, et donc c'est pour cela que SpaceX a eu recours à un hélicoptère pour y déposer les groupes de climatisation, comme nous l'évoquions mercredi dernier. Un tel hélicoptère, d'ailleurs, peut soulever plus de 20 tonnes, ce qui est pratique lorsque vous avez besoin de climatiser un bâtiment de cette taille. Et oui, n'oublions pas que la Starbase se trouve au sud du Texas et qu'elle a beau être au bord du golfe du Mexique, les chaleurs y sont étouffantes. Et pour finir, rendons-nous sur le site de Massey qui attire l'attention sur lui en ce moment, avec non seulement des feux électriques, mais aussi et surtout le fameux futur stand dédié au tir statique dont on parlait tout à l'heure lors du point prototype. Tout semble donc prêt pour tester ce futur lieu réservé aux essais moteurs des seconds étages. Le réseau d'alimentation en ergol en tout cas a bien été raccordé à ce dernier, le support du prototype en forme de crabe semble faire l'affaire, la fosse de déviation des flammes semble terminée et le S26 tient encore et toujours son rôle de cobaye éternel. On ne sait pas si ce dernier sera vraiment destiné à être lancé pour tester la version Starship du HLS, quoi qu'il en soit, on voit que tout semble réuni pour un futur tir statique dans les jours à venir. Bon, peut-être qu'en y regardant de plus près, grâce à Mauricio, qui a enfin pu reprendre le chemin des airs, avec les dernières éclaircies au-dessus de Boca Chica, et qui lors de son dernier survol nous permet de constater que, eh bien non, tout n'est pas forcément tout à fait prêt. En effet, il reste par exemple un raccordement à effectuer sur le système de déluge du site, directement relié, en tout cas sur les plans que l'on devine, au déviateur de flamme intégré à cette fameuse fosse. Donc il va falloir attendre encore un petit peu. Alors il ne faudrait pas pour autant, avec tout ce remue-ménage, oublier qu'un peu plus loin, l'avenir du site et par conséquent l'avenir des procédures de test est en train de se construire avec ici ce nouveau stand qui serait selon Mauricio et ses comparses du RGV Live avec entre autres Ryan Sunspace comme invité, un nouveau can crusher mais augmenté, sans doute paramétré pour coïncider avec les sections appartenant à des prototypes V2 du Starship. De même, juste à côté, ce qui pourrait être la partie supérieure de ce Can Crusher 2.0. Bon, là aussi affaire à suivre, mais bien évidemment, nous vous tiendrons informés de l'évolution de ce dernier dans les prochaines semaines, si toutefois l'actualité ne prend pas trop le pas, avec ce fameux 4e vol qui pointe le bout de son nez à l'horizon.
Et voilà les terriens, comme à chaque fois, je tiens à vous dire un grand merci de nous accompagner chaque mercredi et samedi soir pour suivre ensemble le programme Starship. Vous connaissez ma chanson de fin de vidéo, si vous souhaitez soutenir notre travail et faire grandir le journal de l'espace, eh bien rien de plus simple, cela ne vous prendra que quelques secondes. Merci donc de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de faire briller ce pouce en l'air de YouTube. On se retrouve dès lundi pour de la pure culture spatiale, à très bientôt les terriens.